Bonjour, bienvenue à notre webinaire de Cœur et AVC. On va juste attendre quelques secondes pour permettre à tout le monde de se joindre, puis ensuite on va commencer. Donc, merci d'être parmi nous aujourd'hui, puis merci pour votre patience. Bonjour à tous. Pour ceux qui se joignent, on va attendre juste quelques secondes, puis on commence dans quelques secondes en fait. OK, en espérant que tout le monde est avec nous. Donc, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à Cœur et AVC présente. Aujourd'hui, dans le cadre du mois du cœur, le mois de l'AVC, en juin, notre webinaire s'intitule « Ni vu ni connu, les répercussions de l'AVC sur la santé mentale des femmes ». Mon nom, c'est Christine Faubert, je suis directrice pour équité en matière de santé et impact de la mission à Cœur et AVC. Puis, je suis accompagnée par ma collègue Francine Forget-Marin, qui est directrice Affaires santé et recherche pour le Québec. Francine et moi serons les modératrices pour la durée du webinaire aujourd'hui avec vous. Je vais aussi introduire là, nos panélistes dans quelques secondes, mais avant de débuter, je voulais juste vous transmettre quelques informations techniques. Donc, tout le monde devrait être en mesure d'écouter la présentation avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou de vous joindre par téléphone. Par contre, votre micro va être désactivé là, pendant le webinaire. On invite les questions dans la section questions tout au long de la présentation, puis on va tenter de garder un peu de temps à la fin là, pour répondre aux questions qui auront été soumises. Le webinaire est enregistré, il va être disponible en ligne après l'événement sur la chaîne YouTube de Cœur et AVC, puis sur le site web des pratiques optimales des soins de l'AVC. Puis, juste pour ajouter aussi qu'à la fin du webinaire, vous allez avoir la chance de compléter un sondage, une évaluation, puis ça va vous donner accès à votre certificat de participation. Donc, voilà. Donc, avant de vous présenter nos conférencières, je veux juste... prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Je veux juste reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires pour lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, même si on se rencontre par l'entremise d'une plateforme virtuelle, je veux quand même prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que tout le monde, on considère tous là, comme notre patrie. De cette façon-là, ça nous permet de réaffirmer notre engagement puis notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec les nations, puis renforcer notre propre compréhension des peuples autochtones locaux puis de leur culture. Donc, d'un océan à l'autre, j'aimerais reconnaître les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, Métis et Premières Nations qui considèrent ces territoires comme leur patrie. Puis aussi, en même temps, souligner la Journée nationale des peuples autochtones qui a été célébrée à travers le pays hier, le 21 juin. Donc, merci. Donc, prochaine diapo. Juste rapidement, on va commencer avec le webinaire. Je vais juste faire un petit survol des objectifs d'apprentissage du webinaire. Je vais tenter là, de faire un sommaire parce qu'il y en a plusieurs, mais en fait, on veut vraiment reconnaître l'éventail des problèmes de santé mentale qui peuvent se manifester chez les femmes après un AVC. Puis plus spécifiquement, je sais qu'on va aborder beaucoup le rôle important que joue le genre sur les résultats en matière de réadaptation. On va aussi décrire les éventuels signes et symptômes des troubles de santé mentale chez la femme ayant subi un AVC. On va discuter des différents défis auxquels les femmes qui ont une expérience vécue de l'AVC sont confrontées quand elles tentent d'accéder aux services de santé mentale, puis des stratégies que les femmes peuvent utiliser pour améliorer leur santé mentale. Puis finalement, on va décrire des stratégies puis les outils que peuvent utiliser les professionnels de la santé pour améliorer les résultats en santé des femmes qui ont une expérience vécue de l'AVC tout au long de leur parcours en santé mentale. Donc, voici les objectifs pour aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, j'aimerais vous présenter nos deux conférencières qui vont être avec nous tout au long du webinaire. Donc, on a le plaisir d'être avec Suzanne Bélanger, qui est une personne qui a une expérience vécue de l'AVC, ainsi que la docteure Kim Lavoie, qui est professeure en médecine comportementale de l'Université du Québec à Montréal. Donc, on voulait vraiment remercier du fond du cœur nos conférencières aujourd'hui qui prennent le temps, là, dans le cadre de leur fonction ou de leur activité, de se libérer pour être avec nous aujourd'hui. Donc, laissez-moi d'abord vous présenter là, plus en détail la docteure Kim Lavoie qui est avec nous aujourd'hui. Kim, bonjour. Kim est professeure chaire de recherche du Canada en médecine comportementale au département de psychologie à l'UQAM. Elle est aussi co-directrice du Centre de médecine comportementale de Montréal. Donc, Kim est reconnue à l'échelle internationale pour ses recherches sur la prévention des maladies chroniques, puis l'impact des interventions comportementales sur les comportements reliés à la santé et l'évolution des maladies chroniques. Donc, bienvenue, Dr. Lavoie. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, Christine. Écoute, merci beaucoup à la Fondation de m'avoir invitée pour ce beau webinaire super important. On voit mal, mais j'ai porté
ma chemise rouge là, pour l'événement. Une autre chose que je dois vous dire, c'est que habituellement, j'ai beaucoup de cheveux, mais on sait que c'est la fin de la semaine. Alors, vous allez avoir tendance à me voir mes cheveux attachés vers les fins de semaine parce que honnêtement, j'en peux plus. Alors, mais voilà, ça m'a vraiment plaisir d'être ici. Avant de commencer, j'aimerais ça juste vous montrer les gens avec qui je travaille dans d'autres aspects de mes recherches et mon travail, mais il n'y a rien en particulier qui affecte le contenu de cette présentation. Prochaine diapo. Alors, j'ai quelques mots d'ouverture pour un peu mettre un peu la fondation, on peut dire, du webinaire aujourd'hui. À la prochaine diapo. OK. Alors, on est ici pour parler des femmes qui sont touchées par les AVC et aussi pour souligner à quel point les femmes sont plus touchées par les AVC que les hommes. Alors, le rapport de la Fondation de maladie de cœur vient de sortir il y a quelques semaines et le rapport avait soulevé que en fait, presque 1 million de Canadiens vivent avec les effets d'un AVC et la moitié d'entre eux sont les femmes. Et je tiens à souligner aussi que quand on parle des causes majeures de morbidité et maladie, chez les femmes, on a tendance à penser à la cancer du sein surtout, et on oublie que la maladie qui touche le plus de femmes, c'est les maladies qui touchent les troubles cardio et cérébrovasculaires comme l'AVC. On sait aussi que les femmes courent un risque d'accru d'AVC à 3 moments critiques de leur vie. La première, c'est pendant la grossesse. Alors, les AVC peuvent toucher les femmes quand même très jeunes pendant une période de leur vie où ils sont un peu plus vulnérables. On sait aussi que c'est la deuxième point, période de la vie, c'est après la ménopause, quand il y a plein de choses qui nous touchent. Par-dessus de ça, il faut qu'on se préoccupe des AVC. Là, je viens d'avoir 50 ans, alors je commence à penser à ça parce que ça s'en vient pour moi. Alors, j'ai eu mes enfants. Là, c'est ma prochaine moment de la vie à haut risque. Alors, je peux vous dire que je commence à bien sûr, penser à ça. Et bien sûr, comme avec les hommes, le plus qu'on avance en âge, le plus qu'on va être à risque pour des maladies cérébrovasculaires. L'autre chose qui est très important et je pense que peu connu, c'est que les résultats ou les outcomes en lien avec les AVC chez les femmes sont pires que chez les hommes. On sait que les femmes sont 32 plus susceptibles de mourir. On sait que les femmes ont plus tendance à perdre leur autonomie suite à avoir subi un AVC et c'est 2 fois plus probable d'avoir besoin d'être transférées en soins de longue durée comparativement aux hommes. On sait aussi que les femmes souffrent d'une plus grande perte de qualité de vie après avoir subi un AVC et ils souffrent de plus de dépression et de l'anxiété après leur AVC. Alors, c'est quand même beaucoup de choses qui sont plus mal chez les femmes que des hommes et il reste encore des choses qui restent, d'après moi, relativement peu connues et peu reconnues. On sait aussi qui n'aide pas non plus, que les femmes éprouvent de plus grandes difficultés à recevoir des soins post-AVC. On sait que moins d'une personne sur 5 qui souffrent des AVC reçoivent ou assistent à des programmes de réadaptation qui sont recommandés pour tous les patients suite à des AVC. On sait aussi que moins de femmes sont référées pour assister à ces programmes, référés par les médecins, par le système de la santé. D'ailleurs, les femmes ont plus de mal à trouver des équilibres suite à leur AVC entre prendre soin de soi et prendre soin des autres.
Alors, on sait que les femmes, à cause de nos rôles personnels, rôles en lien de notre genre qu'on appelle, qu'on est souvent les personnes qui sont responsables pour prenez soin des enfants, prenez soin des parents maintenant qui sont rendus plus âgés. Alors, ça met encore plus de pression sur les femmes pour trouver justement cet équilibre entre le besoin de prendre soin de soi et les demandes de prendre soin des autres. On sait aussi que la réadaptation post-ACV peut être mal adaptée aux besoins des femmes. La plupart de ces programmes-là, historiquement, ont été un peu designés en fonction de la présentation de ces maladies-là chez l'homme. Alors, on sait que malheureusement, beaucoup moins de femmes que d'hommes sont représentées dans la recherche sur la réadapte, qui peut aussi contribuer à ce problème-là qui persiste encore. Et on sait que dans la recherche sur ces programmes de réadaptation, les données sont rarement analysées par sexe et par genre, qui veut dire que on sait moins sur les particularités des besoins et des issues en lien avec ces programmes chez les femmes. Alors, tout ça pour dire, nous devons faire mieux pour soutenir la prévention des AVC chez les femmes et de soutenir leur rétablissement physique et émotionnel après des AVC. Et ça me fait vraiment plaisir de donner la parole à ma co-présentatrice Suzanne. Merci beaucoup, Kim. On va vous revoir dans quelques minutes pour la table ronde. Donc, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre deuxième conférencière, Mme Suzanne Bélanger. Suzanne a subi un AVC en 2011 à l'âge de 45 ans. Puis 5 ans plus tard, son conjoint a aussi fait un AVC. Suzanne, c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire l'activité physique puis du bénévolat en lien avec l'AVC. C'est un immense plaisir pour Cœur et AVC d'accueillir Suzanne dans le cadre de notre webinaire aujourd'hui pour nous parler en fait de son expérience vécue de l'AVC puis des répercussions sur sa santé mentale et globale. Donc, bienvenue Suzanne. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Alors, comme on vient de le dire, mon AVC est arrivé, j'avais 45 ans. J'étais en couple avec mon conjoint, mais on était une famille reconstituée. J'avais 3 enfants à moi, il y en avait 2 à lui. À ce moment-là, le bébé avait 16 ans. Fait que c'est ça, j'ai fait mon AVC, j'avais 45 ans. L'impact au niveau de ma santé mentale, mon Dieu, au début, là, ça a été beaucoup d'anxiété. Les questions, c'était de mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis habituée, j'étais habituée de m'occuper de mes enfants, m'occuper de ma maison, mon chalet, m'occuper de les parents, évidemment, des rendez-vous de tout le monde. Puis dans mon travail aussi, c'est en relation d'aide aussi à ce moment-là. Je suis une ancienne éducatrice spécialisée en réadaptation. Fait que j'ai vécu beaucoup d'anxiété. J'ai eu accès à un psychiatre pendant que j'étais à l'hôpital. Ça, je peux pas dire que ça m'a fait du bien tout de suite, là. Évidemment, c'est long. Ça a été long. J'ai pleuré beaucoup pendant beaucoup de temps. Ensuite, quand je suis arrivée en réadaptation, j'ai eu accès à des rencontres avec un psychologue. Ça m'a été proposé. Je ne l'ai pas demandé par moi-même. Moi, je voulais faire de la physio, de l'ergo, de la kiné. Moi, je voulais revenir comme avant, puis je voulais retourner travailler. Fait que je voulais être dans l'action pour revenir puis reprendre ma vie comme avant. Alors, c'est d'autres intervenants en réadaptation qui m'ont suggéré de rencontrer le psychologue. Au début, j'étais réticente, même si je continuais de pleurer pas mal beaucoup. À chaque fois que j'arrivais que je vivais un échec ou que j'essayais de faire quelque chose puis je réussissais pas, je me mettais à pleurer, puis ça me ralentissait aussi dans mon rétablissement. J'ai fini par accepter de rencontrer un psychologue en réadaptation. Puis, je vous dirais que les 2-3 premières rencontres, je ne sais pas s'il a compris quelque chose dans ce que je disais, tellement que je pleurais. Vous savez, quand on pleure puis on parle en même temps, c'est difficile de se faire comprendre, là. Mais peu importe s'il avait compris quelque chose ou pas, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a comme donné un moment et un endroit précis dans ma semaine où c'était correct de pleurer puis que j'avais pas besoin de performer puis j'avais pas besoin d'être bonne. Fait que ça, déjà, ça m'a beaucoup aidé, mais
avec le psychologue, on a développé des trucs, en tout cas, pour apprendre à bien vivre avec ça, là. Je vous dirais que la plus grosse affaire aussi, ça a été l'activité physique qui m'a beaucoup aidé à gérer l'anxiété, puis à arrêter de pleurer. Éventuellement, j'ai fini par arrêter de pleurer, puis être capable de fonctionner, puis de reprendre tranquillement mon rôle au sein de ma famille. Puis, j'ai pas pu retourner travailler, mais j'ai été capable de faire du bénévolat avec Cœur et AVC. Ça me, comment je pourrais dire, ça me valorise énormément de me sentir utile encore. Ça me permet là, de jouer un rôle encore dans notre société, malgré le fait que je vis toujours avec des séquelles d'AVC et que j'ai pas pu reprendre mon travail, que j'adorais d'ailleurs. Alors, c'est un petit peu ça. Pardon, j'étais sur mute. Merci beaucoup, Suzanne, pour votre témoignage. Je pense qu'on est vraiment inspiré par votre force, votre détermination et votre courage là, face à l'adversité. J'aimerais maintenant inviter ma collègue Francine, puis Dr. Lavoie, il vous a déjà à l'écran, voilà, pour la table ronde. Donc, c'est Francine qui va animer le premier segment de la discussion. Donc, Francine, à toi la parole. Merci, Christine, puis merci pour cette introduction qui met la table pour la suite de ce webinaire-là. La première section, c'est sur les effets sur la santé mentale des femmes après l'AVC. Alors, Dr. Lavoie, d'après la littérature, les femmes sont plus nombreuses à souffrir de dépression que les hommes. On parle aussi que le rôle de genre, vous en avez un peu parlé dans l'introduction, pouvez-vous élaborer sur le rôle des genres qui jouent un rôle énorme dans les effets sur la santé mentale après l'AVC? Oui, absolument. Et merci beaucoup, Suzanne, pour d'avoir partagé votre expérience. Oui, en fait, on a tendance à voir que plus de femmes présentent des symptômes de dépression et anxiété post-AVC. Et ça peut être expliqué par deux choses. Premièrement, les femmes ont tendance, relativement ou comparativement aux hommes, de dévoiler leurs symptômes de détresse psychologique. Alors, à cause des rôles sociaux, on sait que les femmes ont tendance à mieux s'exprimer émotionnellement. Les hommes qui sont tristes ou qui ont peur, bien, c'est un peu, en guillemets, mal vu dans la société. Alors, règle générale, les hommes ont moins tendance à manifester ou rapporter ces symptômes-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas, mais ça veut dire que ça a tendance à des fois à manifester autrement chez les hommes que les femmes, qui peut donner l'impression que les femmes ont plus de dépression et anxiété post-AVC. La deuxième raison, c'est parce que pour un peu recenser les symptômes de santé mentale post-AVC, il faut que quelqu'un l'évalue et ça soit évalué à quelque part. Et on sait que les femmes ont tendance, quand ça va mal côté psychologique, ils ont plus tendance que les hommes à rechercher des soins, à se présenter chez le médecin, à demander des références pour des psychologues. Encore une fois, parce que traditionnellement, les femmes sont plus à l'aise de s'exprimer à ce niveau-là. C'est moins mal vu, en guillemets, par société. Alors, ça peut être expliqué simplement par le fait qu'ils se présentent plus pour avoir des soins. Mais un point important, pas parce que je veux passer l'heure à parler des hommes, mais c'est important de reconnaître que ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas ces symptômes-là, mais ça a tendance à se manifester autrement. Par exemple, peut-être une surconsommation d'alcool, peut-être par beaucoup plus d'irritabilité. Alors, tout ça pour dire, ça peut être expliqué par ça. Et l'autre raison, ça peut être aussi parce que, veut pas, les femmes occupent énormément ou plusieurs de rôles dans leur vie. Alors, les femmes sont les mères, ils sont les filles, ils sont les femmes de carrière, ils occupent beaucoup de rôles. Et on a vu que les AVC peuvent toucher les femmes qui sont quand même très jeunes. Alors, ça se peut que d'une journée à lendemain, et peut-être Suzanne peut témoigner de ça un peu, écoute, notre capacité de bien répondre à tous ces besoins de notre entourage, de notre famille, de nos emplois,
bien, d'une journée à lendemain, ça peut être extrêmement perturbé et ça peut induire des sentiments d'impuissance, de frustration qui fait en sorte que si on ajoute avec ça moins de soins que les femmes reçoivent post-AVC. Je pense qu'il y a peut-être une question qu'on va revenir là-dessus plus tard. Les femmes ont moins tendance à être référées pour des soins post-AVC que les hommes. Ça peut faire en sorte qu'ils souffrent un peu plus en silence, ce qui fait que ces symptômes-là persistent dans le temps. Alors, voici quelques explications de ça, Francine. Merci beaucoup, Dr. Lavoie. Madame Bélanger, vous avez parlé de votre expérience dans le mot d'ouverture. Pensez-vous que votre rôle en tant que femme, ça a influencé votre expérience de santé mentale après l'AVC? Je pense que oui, juste comme que Kim vient de dire aussi, qu'on a plusieurs rôles, hein. Puis moi, j'étais mère, j'ai été longtemps même mère monoparentale. Là, je vivais en couple avec quelqu'un qui avait déjà une famille aussi, mais j'avais comme gardé le contrôle sur ma maison, mes enfants, toutes les factures, c'est mon nom, c'est tout. J'avais gardé beaucoup de contrôle sur ma vie, je laissais pas grand place à mon conjoint à ce moment-là, qui est encore ici d'ailleurs. Je laissais pas grand place, j'avais comme l'impression que ça fonctionnait très bien comme ça, avant mon AVC d'ailleurs. Puis je m'occupais de tout, puis tout allait bien. Quand l'AVC est arrivé, j'ai été beaucoup dans la question « qu'est-ce que je vais faire? » C'est l'incertitude, c'est de pas savoir qu'est-ce qui allait arriver. Je vais-tu perdre ma maison? Parce que là, je voyais bien, là, si je ne retourne pas travailler, qu'est-ce qui va arriver? Comment qu'on va faire pour payer l'hypothèque? En tout cas. Fait qu'il y avait plein de questions qui causaient évidemment d'anxiété, là. Puis, j'avais pas l'énergie vraiment non plus pour mettre les efforts que je mettais avant à cause de l'AVC, là, la fatigue post-AVC, là, ça dure éternellement. En tout cas, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui ont retrouvé l'énergie d'avant, là. On apprend à gérer notre énergie. Puis avec le temps et avec beaucoup de temps, on apprend à mettre des limites puis à comme laisser tomber des affaires ou à déléguer certaines choses qu'on faisait avant puis qui semblent moins importantes maintenant. Parce que l'importance maintenant, c'est d'avoir de l'énergie pour vivre, pour passer à travers ma journée puis ma semaine. Puis c'est ça. C'était surtout l'anxiété face à qu'est-ce qui va arriver. Ça prend du temps, hein? Ça prend du temps avant que tout s'éclaircisse après un AVC, là. C'est vraiment long, là, avant que ça redevienne plus clair le rôle qu'on joue aussi, là. J'ai conservé pas mal de mes responsabilités. Il y en a certaines que j'ai accepté de déléguer, mais j'ai été réticente longtemps, là, puis ça n'a pas été facile, là, de lâcher prise sur certaines choses. Mais éventuellement, ça a été libérateur de le faire, là, mais c'est une étape qui est très difficile, que moi j'ai trouvé très difficile. Lâcher prise, là, mais un coup que je l'ai fait, c'est comme, mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça avant? J'aurais dû faire ça avant mon AVC, mais je ne savais pas. Francine, est-ce que je peux ajouter, excuse-moi, je peux juste ajouter quelque chose. Écoute, Suzanne, c'est fort intéressant qu'est-ce que vous dites. Et je pense que c'est une chose qu'on entend parler souvent, c'est à quel point les dynamiques familiaux sont affectées par ce genre d'événement-là. Alors, on atteint un certain équilibre entre les rôles de l'époux et l'épouse, les enfants, etc. Et à un moment donné, d'une journée à lendemain, ça explose. Et comment qu'on fait pour justement réétablir cet équilibre-là? Ce n'est pas évident. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, veulent pas, bien qu'on ait mieux que les hommes à aller chercher des soins professionnels, je pense que dans l'ensemble, et on le sait, là, les femmes dans l'ensemble sont moins portées à demander de l'aide de leur entourage. Et leur entourage, des fois, ne veut pas non plus. Ou bien, ça demande certains sacrifices et ajustements. Ils ne sont pas prêts à faire ça nécessairement. Pas qu'ils ne veulent pas, mais il faut les préparer à ajuster ces
cette partage de rôle et responsabilité. Et ça met beaucoup de pression sur l'ensemble du milieu familial. Ce n'est pas juste sur la femme, mais aussi elle va voir, mon Dieu, tu sais, je ne peux pas faire ce que je faisais avant et je vois la tension que ça a créé et les difficultés et l'impression que je m'impose. J'impose qu'est-ce qui m'est arrivé à moi, à ma famille. Et des fois aussi, ça peut ajouter une couche de pression ou d'anxiété ou d'inconfort. Oui, puis souvent, l'entourage, ils ne comprennent pas nécessairement parce qu'ils ont tellement connu la personne qui était performante, qui était indépendante, autonome, qui s'occupait de tout le temps. Fait que là, de dire, ben là, est-ce que, moi, ça m'est arrivé de demander à un des enfants, un de mes enfants qui était grand quand même, là, presque, il y avait 2 adultes, puis il y avait un ado, puis de demander de l'aide, puis de me faire dire, ben là, t'es capable. Mais tu sais, je suis capable. Si j'ai demandé de l'aide, c'est parce que je sens que j'ai besoin d'aide, là, pour telle tâche. Là, je me souviens plus. Je pense que c'était pour quelque chose c'était pour quand je suis déménagée. C'était longtemps même, ça. C'était longtemps après l'AVC. C'est quand je suis déménagée, il y a 5 ans, j'ai déménagé. Puis, quand tu restes 30 ans dans la même maison, là, c'est compliqué, là, à faire les palettes. Il faut trier, il faut donner, il faut jeter des affaires quand tu vides les garde-robes après 30 ans. Puis, j'ai demandé de l'aide à ma fille. La veille de mon déménagement, j'étais fatiguée. Et tout d'un coup, là, la fatigue aussi, ça a engendré de l'anxiété. J'ai demandé de l'aide et ça m'a été refusé. Elle m'a dit non, tu es capable. Je voulais quelqu'un m'aider à finir. Puis finalement, en tout cas, là, j'ai passé à travers pareil, là, mais elle avait peut-être raison, j'étais capable. Mais de demander de l'aide, c'est déjà difficile pour quelqu'un comme moi. De demander de l'aide, c'est extrêmement difficile. Puis, de ne pas l'obtenir, ça me comme confirmait que finalement, j'avais raison de jamais demander de l'aide. Merci beaucoup. Je me suis rendu compte qu'il faut que je demande l'aide, où je trouve de l'aide, pas nécessairement aux endroits où je croyais qu'il y en aurait. Oui. C'est pas nécessairement proche. En tout cas, vous avez bien amorcé le webinaire en parlant du rôle des genres, de l'expertise et de l'expérience. Et on va passer à la section suivante. Alors, je laisse la parole à Christine qui va vous amener ailleurs à la réadaptation. Merci, Francine. Merci, Suzanne et Kim. Donc, la prochaine section, c'est sur l'accès à la réadaptation. Puis, c'est intéressant parce qu'il y avait une question qui a été soumise là, dans l'audience en lien avec ça, mais je voulais juste peut-être commenter avec Dr. Lavoie ou Kim. Je vous appelle Kim. Oui, absolument. On sait que la réadaptation, c'est une partie vraiment importante de la récupération physique après un AVC, mais qu'est-ce qu'il y en est des effets sur la santé mentale des femmes, d'une femme? Donc, je ne sais pas si vous pouvez élaborer ou expliquer un petit peu comment l'esprit et le corps sont reliés là, en lien avec la réadaptation après un AVC. Oui, bien, premièrement, la plupart des programmes de réadaptation, ils ont essentiellement 3 composantes. Il y a toujours une composante d'activité physique, et je peux en revenir après pour répondre à la question dans le chat. La deuxième, c'est une composante sur l'alimentation et généralement des bonnes habitudes de vie. Et en troisième lieu, une composante de gestion du stress. Okay, la plupart ont ces 3 composantes-là. Et c'est sûr que le corps et l'esprit sont totalement reliés. On sait que, par exemple, faire de l'activité physique, ça améliore la santé mentale, ça peut, nous aider à mieux gérer notre anxiété, c'est même un traitement très efficace pour la dépression. Okay? On sait que juste le fait de bouger, je peux en parler longtemps des mécanismes physiologiques, mais bref, il y a un lien direct entre l'activité physique et l'humeur, surtout la dépression et l'anxiété. Et on sait en revanche que le fait d'être triste, déprimé, anxieux, ça nuit à notre motivation de faire l'activité physique. Alors, les deux agissent un sur l'autre. Et une chose que je dis pour tous mes patients qui souffrent de ces maladies-là ou qui viennent subir des AVC, c'est la plupart vont me dire
ça me tente pas de courir, ça me tente pas de faire l'activité physique, c'est dur pour moi et c'est un facteur de risque, on sait, pour ces troubles-là. Alors, ça arrive souvent et plus souvent chez les gens qui sont plus sédentaires au niveau de base. Alors, tout de suite d'arriver dans le moment le plus vulnérable de leur vie, de leur demander de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, c'est pas évident. Et ça a tendance d'être le cas plus chez les femmes que les hommes, qui peut d'ailleurs expliquer pourquoi ils sont moins référés. Ce n'est pas parce que le médecin n'y pense pas nécessairement, mais habituellement, ça se passe lors d'une discussion, une consultation médicale avec le médecin. Le médecin propose la réadaptation et la femme apprend qu'une grosse composante, c'est l'activité physique dans un centre de conditionnement, un gym, dans un groupe. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. Tout de suite, c'est un gros turn-off. Alors, tout ça pour dire, c'est pour ça que j'avais mentionné lors de mon intro que je pense qu'un des gros problèmes, c'est qu'à la base, ces programmes-là qui sont extraordinaires, sont des excellentes ressources, mais ils ont été conçus en fonction un peu des besoins et les préférences des hommes. Les hommes, comparativement aux femmes en général, il y a des exceptions bien sûr, ben, ils aiment ça faire l'activité physique ensemble, en groupe et tout, et ça fait plus partie du quotidien et le lifestyle des hommes que des femmes en général. Alors, tout ça pour dire, je pense que pour mieux inciter les femmes à accepter ces références et d'en profiter, ces beaux programmes-là, soit qu'ils doivent être mieux adaptés aux femmes en offrant des options d'être plus actives qui sont plus en ligne avec des préférences des femmes, type cours de yoga, cours de marche, natation, ou qui sont modulaires. Alors, mettons une femme ne veut rien savoir de l'activité physique, OK, mais elle veut assister à des cours de nutrition ou de gestion de stress, bien, on offre la possibilité d'aller chercher les soins ou les composantes qu'elle en a besoin et selon ses préférences. Alors, ça pour dire, oui, absolument, la santé mentale, ou on peut dire les émotions sont complètement liées à notre santé physique et pour revenir vraiment assister à la réadaptation qui a habituellement des composantes de gestion de stress, ça peut définitivement aider les gens à mieux gérer et coper avec ces symptômes-là. Merci Kim, c'est super intéressant. Puis dans le fond, je comprends, on a du travail à faire aussi pour peut-être mieux adapter la réadaptation aux besoins, contexte des femmes. Suzanne, on aimerait en savoir un peu plus sur votre expérience d'accès à la réadaptation pendant votre établissement. Donc, je ne sais pas si vous pouvez parler un petit peu des exercices ou des pratiques qui ont fonctionné pour vous au niveau de la réadaptation. Oui, moi, j'ai été chanceuse, je crois, parce que j'ai eu accès à pas mal de différents services au sein de la réadaptation. Peut-être aussi, je connaissais le milieu de la réadaptation pour y avoir travaillé pendant 26 ans jusqu'à mon AVC. Alors, je savais aussi que probablement, si je n'avais pas eu tous les services qui m'ont été offerts, je savais comment les demander. Je savais comment les obtenir. Moi, j'ai eu accès à de la kiné qui était dans un gym. Fait que ça, en partant, j'aimais ça. Puis évidemment, c'était dans un gym qui était adapté pour les personnes. C'était à l'intérieur du centre de réadaptation. Là. Fait que c'était vraiment adapté. Fait que là, je me trouvais bonne dans un contexte comme ça, comparé à quand je suis arrivée dans un vrai gym une couple d'années après, dans un gym dans la communauté. Là, je me trouvais moins bonne, mais j'étais motivée quand même. Puis ce qui était important pour moi, c'était de continuer de m'améliorer. Fait que j'étais pas là pour performer, là, mais j'étais là pour moi. Fait qu'en réadaptation, j'ai eu de la kiné. Ça, j'ai été chanceuse parce que j'en ai eu 2 fois par semaine pendant plus qu'1 an. Ça m'a fait le plus grand bien. Je me suis découvert d'autres forces que je pensais que j'avais pas. Fait que ça, pour moi, ça a été un gros positif. Puis aussi, le sport ou l'entraînement physique, là, quand on se dépasse, là, ça sécrète des endorphines. Puis on m'a expliqué que les endorphines, là, c'était comme un puissant antidépresseur. Et je peux vous assurer que moi, je l'ai senti, les effets de ça. Même que des fois, là, ça m'est arrivé d'être blessée au dos
une blessure bien banale, mais bien douloureuse. Là, je me suis fait, pendant ma réadaptation, je me suis fait une entorse lombaire et je ne l'ai pas dit à ma kiné, puis j'ai continué à aller m'entraîner parce que un coup que je faisais 10 minutes que j'étais sur le tapis roulant, là, ma douleur, je ne la sentais plus. Puis là, elle a fini par s'en rendre compte que j'avais mal, puis elle me chicanait en disant que l'endorphine, ça engourdit la douleur aussi. Tu sais. Fait qu'il aurait fallu que je me repose une certaine période, puis que je fasse plus attention, puis que j'aurais été mieux de dire, on aurait adapté mon programme. Mais moi, je voulais tellement me sentir bien, puis me sentir mieux, que j'y allais, que j'y avais pas dit au début. J'ai aussi eu de la physiothérapie, un peu. La physiothérapie que moi j'ai eue était plus axée sur des douleurs. J'ai eu des douleurs à l'épaule qui sont typiques là, des survivants d'AVC. Fait que ça a été plus axé là-dessus. C'était plus ou moins intéressant pour moi, mais j'y allais quand même. J'ai eu beaucoup d'ergothérapie aussi. Ergothérapie, j'ai eu un programme de motricité fine ou de dextérité pour travailler la main, qui était ma main gauche qui était atteinte. Et j'ai aussi beaucoup eu de rencontres en ergo en individuel pour gérer l'énergie. Ça aussi, ça a été tout un défi de gérer l'énergie, puis d'arriver à vivre avec l'énergie que j'ai, puis de passer à travers de mes journées. Fait qu'il a fallu prioriser des affaires. Il a fallu que moi, je fasse l'effort de reconnaître les signes. Mais mon background d'éducatrice spécialisée m'a beaucoup aidé pour ça parce que j'étais habituée de faire des observations chez d'autres personnes, mais là, il a fallu que j'observe mes symptômes à moi, comment moi je me sentais, mais c'était comme toute la journée, là, à partir de quand je me levais le matin, là, comment je me sens, mon énergie sur 10 est à combien? J'ai-tu des douleurs? Je me posais la question. Là, presque à chaque heure, j'avais même commencé à l'écrire dans mon agenda, qui était aux heures, mon agenda. Puis mon ergothérapeute, elle aimait ça parce qu'on avait un code de couleur. On avait vert, jaune et rouge. Vert, tout va bien. Jaune, là, j'ai moins d'énergie. Jaune, là, je commence à avoir plus de spasticité. J'ai de la misère plus à marcher quand je suis dans le jaune. J'ai moins d'énergie. Je suis comme, mettons, je sais pas, moi, entre 5 et 7 sur 10 jaune. Entre 5 et 7 sur 10 d'énergie. Rouge, là, c'était en bas de 5 sur 10 d'énergie, là. Puis quand tu arrives là, ça peut tomber à 0 en dedans d'une demi-heure. Puis on fait rien. Alors ça, j'ai appris beaucoup avec l'ergo qui me coachait. Puis j'ai pu identifier mes signes à moi, que je suis rendue dans telle zone. Puis j'ai compris que quand je suis dans la zone d'énergie qui était comme en jaune, qui était entre 5 et 7, je crois, là, il fallait que moi, je prenne une action pour sauver mon énergie à ce moment-là. Parce que si je m'en occupais pas dans le jaune puis que je me ramassais dans le rouge, là, ma journée était foutue. Le seul moyen de me remettre, c'était d'aller me coucher puis de recommencer le lendemain. Alors, puis si on est dans le jaune, j'ai compris que quand j'étais dans le jaune puis que je prenais les bonnes actions pour prendre des micro-pauses, pour m'étirer un peu, pour aller marcher, pour comme déconnecter mon cerveau, juste pour une mini-pause, ça pouvait être 5 minutes aux heures. Ça, c'était pas grave, là, mais ça me permettait de ne pas rempirer, de pas comme drainer toute ma batterie qui me restait. Parce que la fatigue neurologique, là, c'est comme notre batterie cellulaire. On le sait, hein, quand la batterie cellulaire est en bas de 20 là, on commence à penser à aller le brancher. Ben, l'énergie pour un AVC, là, quand tu es rendu en bas de 50 il faut que tu sois pas loin du chargeur. Christine, est-ce que je peux ajouter 2 mots d'encouragement? Oui, tout à fait. 2 petites choses très rapides. Merci, Suzanne. Mais premièrement, on entend parler souvent qu'il faut atteindre un certain seuil d'activité physique pour ça compte. OK? Ouais. C'est pas vrai. OK? Voici ma conseil que je donne à tout le monde. Quelque chose est mieux que rien et plus est mieux que moins. OK? Alors, ma conseil, c'est bouger, même si c'est juste, écoute, faire le tour de votre table de cuisine, c'est mieux que rester sur le divan. OK? Alors, premièrement, toute accumulation de 5 minutes ici et là, ça compte. Et ce n'est pas vrai qu'il faut atteindre le fameux 150 minutes par semaine pour que ça compte, ce n'est pas vrai. Deuxième chose, pour vous encourager, et c'est ça que je trouve magnifique pour tout ce qui est l'activité physique, l'exercice, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Tu peux tellement
trouver quelque chose que tu aimes, qui fait du plaisir avec votre famille, avec vos enfants, vos petits-enfants. Il y a tellement de choses. On peut prendre des marches, on peut aller dans l'eau, on peut prendre des cours ensemble, on peut aller au parc. Écoute, il y a tellement de choses. Et d'après moi, la plus grosse défi, ça revient au premier point, peut-être du webinaire, c'est comment trouver le temps pour le faire. Qu'est-ce qu'il faut mettre de côté pour justement prioriser ce temps-là pour nous? Et je pense que c'est un vrai défi pour des femmes de dire, OK, est-ce que je peux me permettre cette 30 minutes-là dans la journée? Qu'est-ce que je dois sacrifier pour que je me donne ça? Mais écoute, des bonnes nouvelles, c'est que tout ce temps-là s'accumule. Vous avez tellement de choix dans tout ce qui est l'activité physique. Away go. Bouge. Pour les conseils. Je pense que c'est vraiment important. Puis je pense on va juste glisser au niveau de la troisième partie du webinaire qui parle finalement des ressources puis des soutiens qui existent pour aider les femmes, justement au niveau de la réadaptation, puis de gérer là, les enjeux au niveau de la santé mentale, puis juste retrouver la santé après un AVC. Donc, ma collègue Francine va poursuivre avec la troisième partie. OK. Bien, merci, Christine. Merci pour les bons conseils là, que vous avez tous les deux apportés. Alors, pour cette section-là, l'utilisation des ressources et des services de soutien, Kim, on a remarqué que les femmes ont tendance à avoir moins de ressources et moins accès aux services de soutien, puis aussi de parler de l'importance de régler les problèmes de santé mentale autant que les problèmes de santé physique. Qu'est-ce que vous diriez aux prestataires de soins de santé pour plaider en faveur justement que les femmes aient accès à davantage de services et de services de soutien? Bien, premièrement, je pense qu'aux prestataires de soins, la première chose qu'il faut faire, c'est augmenter la disponibilité des programmes de réadaptation qui sont spécifiquement adaptés aux besoins des femmes. On sait que les besoins excèdent de façon très importante le besoin. Alors, et de vraiment adhérer, je ne sais pas si c'est le beau mot, là, mais bien suivre, on peut dire, les directives en manière des soins, des guidelines pour le traitement des patients post-AVC. Et c'est justement de référer tous les patients pour ces programmes-là. Je pense que tous les médecins sont au courant, mais le barrière le plus important reste le fait qu'il y a plus de besoins que de disponibilité de programmes. Alors, ça, c'est la première chose. Si jamais vous êtes une patiente qui ne reçoive pas ce référence-là pour des soins de réadapt ou bien vous pensez avoir besoin des soins en santé mentale parce que c'est ça qui est plus affecté post-AVC, définitivement commencez en demandant à votre médecin de famille une référence pour recevoir des soins, soit en réadapt, qui ont souvent des composantes, comme j'avais mentionné, de gestion du stress, mais aussi peut-être une référence au psychologue. Honnêtement, et je pense que le point que je vais dire, c'est très important, des difficultés émotionnelles qu'on va avoir après un AVC, ce n'est pas la même chose. La dépression qu'on peut ressentir ou l'anxiété qu'on peut ressentir, ce n'est pas la même chose que d'avoir une trouble de dépression majeure qui existe depuis très longtemps. Dans le fond, il y a une partie de ces réactions émotionnelles qui sont un peu normales parce que vous venez de vivre ou d'être confronté avec un événement, en guillemets, traumatisant. Souvent, ça arrive de façon soudainement, on ne s'entendait pas à ça, puis la vie est totalement perturbée par la suite et on est mal préparé à ça. Alors, beaucoup de ces émotions-là, à court terme, suite à notre AVC, sont normales et la plupart vont passer dans un temps limité et tout va bien aller. Mais pour les gens qui
qui voient que, écoute, ça fait plusieurs mois, puis ont vraiment des difficultés à fonctionner, à reprendre la vie. L'anxiété, écoute, ça cause beaucoup d'évitement, des événements sociaux, d'autres choses. Vous vous sentez vraiment pas sécure pour faire vos activités comme avant. Là, on peut peut-être penser à avoir besoin des traitements plutôt psychologiques auprès d'un psychologue. Mais j'avoue que c'est vrai que la disponibilité des soins psychologiques sont beaucoup en manque au Québec aussi. Hein? Et je pense que la pandémie a vraiment soulevé à quel point on est en manque de soins psychologiques pour la population, en général, pas seulement pour des patients post-AVC. Alors, tout ça pour dire, si vous pensez avoir besoin de ça, demandez à votre médecin. Persistez dans vos demandes si vous ne vous sentez pas très bien écouté. Mais je pense que j'ai un autre diapo qui peut vous donner quelques autres ressources à considérer si vous ne voulez pas passer par votre médecin. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut... Can someone advance the slide? I don't know if it's who's doing that. Oui, prochaine diapo. Je pense que c'est le prochain, hein? Anyway, ça pour dire, oui. Ouais, voilà. Alors, vous pouvez consulter certaines ressources qui existent en ligne. Un, c'est l'Espace Mieux-être, qui est un gros programme qui a été lancé pendant la pandémie pour répondre aux besoins de la population au Canada. Il est disponible en anglais et en français. Vous pouvez contacter directement l'Ordre des psychologues du Québec au site web ici. On cite en fait un programme de référence à l'intérieur du site web. J'avais mentionné, vous pouvez consulter votre médecin de famille ou votre CLSC qui ont aussi des offres de services en santé mentale. Il y a aussi l'InfoSanté et d'autres ressources que vous voyez sur le diapo que vous pouvez consulter aussi. Alors, ce n'est pas nécessaire de passer toujours par votre médecin ou par le système formel. L'autre chose qu'on peut faire, c'est souvent, de plus en plus, on vit dans un monde digital de plus en plus. Il y a de plus en plus d'applications mobiles que vous pouvez télécharger pour vous aider à autogérer vos symptômes de stress et détresse. Alors, vous pouvez aller sur Google Play pour trouver ces applications-là. Il y en a plusieurs. Mais voilà. Alors, vous n'êtes pas sans recours. Il y a quand même des ressources disponibles. Merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Suzanne, je me demandais, selon votre expérience, quels services et ressources auriez-vous voulu avoir accès après votre AVC? Mon Dieu, j'ai eu accès à pas mal de services et de ressources. Ce que je voulais dire, moi, j'ai eu accès à un psychologue en réadaptation. C'est sûr que, bon, il y avait un psychologue dans le département de réadaptation en encéphalopathie, là, entre autres pour les AVC. Des fois, ça clique pas toujours avec la personne. Tu sais, des fois, un psychologue aussi, ça se magasine. Hein. Faut qu'on ait certaines affinités pour qu'on se sente bien. Je me suis contentée de celui qu'il y avait là. Peut-être que j'aurais pas choisi cette personne-là si j'avais pu choisir. Mais en tout cas, il y a une pénurie de psychologues de toute façon. Il n'y en a pas assez. Il y a des listes d'attente. Puis moi, j'ai eu accès à celui-là, j'en ai profité, je l'ai pris. Ce que je voulais dire aussi, c'est que si c'est pas en réadaptation, ça peut être aussi par le CLSC. Ils ont des services d'intervention psychosociale. J'ai déjà eu accès avant mon AVC, moi, je pense que c'était un travailleur social, mais il faisait de la thérapie cognitivo-comportementale, qui est la même chose que le psychologue du Centre de réadaptation Lucie Bruno. C'est le même type de thérapie que je faisais avec lui. Ça avait comme répondu aux besoins à ce moment-là. Alors, il y a toujours comme moyen de trouver les services. Ce que je trouve important aussi, c'est que au centre de réadaptation, c'est tellement important là, de profiter de tous les services qu'ils ont, eux, au centre de réadaptation. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont eu beaucoup moins de réadaptation que moi. Moi, j'ai pris tout ce que j'étais capable d'avoir. Puis je pense que s'ils ne m'avaient pas mis dehors, je serais peut-être encore là.
Ce qui est important de savoir aussi, c'est que même si notre dossier est fermé en réadapt, parce qu'ils ont une limite de temps à un moment donné, ils ne peuvent toujours pas nous garder tout le restant de notre vie. À un moment donné, ils sont obligés de nous retourner dans la communauté puis de chez nous. Mais il y a moyen de retourner en réadaptation pour des besoins spécifiques. Après, moi, j'ai pu retourner faire une demande 4 ans après mon AVC. J'ai pu faire une demande à des services en réadaptation. Là, c'était pas en psychologie, mais j'imagine que ça l'aurait pu si mon problème avait été en lien avec une détresse mentale, en lien avec l'AVC que j'avais vécu il y a plusieurs années. J'aurais probablement pu obtenir les services du même psychologue ou du psychologue qui est attitré à ce département-là. Mais il y a moyen de retourner en réadaptation, même après qu'on a eu notre congé. Puis, quand on est réadmis en réadaptation aussi, c'est important qu'au Québec, on est chanceux. Les femmes, on est chanceuses, les hommes aussi d'ailleurs. Les services sont gratuits. Savez-vous combien il y a de personnes au Canada qui payent puis qui s'endettent, qui sont obligés de réhypothéquer leur maison pour se payer des soins? Ici, au Québec, là, on est chanceux. Parce que moi, ça n'a rien coûté. Même quand je suis retournée, là, 4 ans après, je suis retournée pour une période intensive de 3 semaines en ergothérapie. Ça m'a rien coûté. Rien. Je pense qu'avant d'aller à la prochaine session, on a une question, je pense qu'elle est en lien avec cette section-là. On demande comment faire pour gérer son manque d'énergie, même plusieurs mois après l'AVC. Oui. Je peux. Ben, vas-y, Suzanne, vas-y, commencez. Il y a la méthode, je ne sais pas comment ça s'appelle, la méthode que j'ai utilisée, moi, là, mais la méthode des feux de circulation, là, vert, jaune, rouge, là, mais il faut la personnaliser, cette méthode-là. Il faut la personnaliser à notre réalité personnelle. Moi, j'ai été capable là, de me faire des petits carrés dans mon agenda, là, puis je mettais des couleurs. Mais avant de le mettre dans l'agenda, je m'étais fait un document avec mes signes personnels à moi. Moi, là, rendu dans le jaune-orange, là, je commence à pleurer plus. J'ai de la misère à voir dans mes lunettes. J'ai des foyers, là, puis là, je sais plus trop par où faut que je regarde. Puis je suis devant mon écran, puis on dirait que je vois plus clair, je les enlève, on dirait que c'est mieux, j'y remets. En tout cas. Fait que j'avais des symptômes qui apparaissaient, là, dépendamment de combien d'énergie j'avais. Même encore aujourd'hui, là, je ne veux pas vous décourager, mais ça fait 12 ans. Puis encore aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu un automatisme. Aujourd'hui, c'est que mon bras est spastique, là, voici, là, puis je suis assis, puis je vous parle. Je suis assis à l'ordi, je suis pas en train de faire un effort physique, mais je présente des signes déjà là, de fatigue. Après, quand on va avoir terminé notre rencontre d'aujourd'hui, je vais aller faire des étirements. Puis je sais que notre rencontre d'aujourd'hui, je sais que c'est de 11h à midi, ça va pas m'épuiser, mais là, je sens déjà des symptômes que je serais rendue dans le jaune. Là. Puis dans le jaune, il faut que je prenne des actions avant de tomber dans le rouge, parce que si je tombe dans le rouge, c'est fini pour le restant de la journée. Il y a un mot formel pour tout ce que Suzanne est en train de décrire. Ça s'appelle des techniques de conservation d'énergie. Oui, en anglais, oui, le pacing. Hein? Exactement, le pacing. Et écoute, juste pour mettre des mots là-dessus, et c'est super, Suzanne, c'est exactement ça qu'il faut faire. Premièrement, il faut changer un peu vos objectifs personnels parce que de viser, atteindre les mêmes objectifs ou d'être capable de faire exactement les mêmes choses dans la même période du temps, c'est peut-être plus réaliste, au moins à court terme. Alors, il faut vraiment ajuster vos objectifs pour votre journée en fonction de votre nouvel niveau de fatigue et de capacité physique. L'autre chose aussi, c'est d'apprendre à découvrir un peu les moments de la journée où vous êtes plus efficace, vous avez plus d'énergie et éviter, quand vous avez des fois des gens disent, ah, Suzanne, j'ai des bonnes journées, des moins bonnes journées. Quand vous avez des bonnes journées, évitez de tout faire. Évitez de dépasser vos limites. Hein? Alors, comme Suzanne disait, même si vous sentez la capacité vous avez beaucoup d'énergie cette journée-là, on a tendance à vouloir tout mettre dedans puis tout accomplir. Mais écoute, on peut être à terre pour la semaine qui suit. Là. Alors, c'est vraiment
avoir un peu plus de discipline, de dire, ah, OK, bien que, même si je me sens bien, je suis capable de continuer, je vais quand même me limiter pour préserver mon énergie pour demain et ensuite. OK? Alors, je pense que c'est ça qu'il faut absolument faire et reconnaître aussi, comme j'avais dit, il y a certains moments de la journée qui sont mieux et pas mieux, mais surtout rester, Suzanne, comme vous avez dit, à l'écoute de votre corps. Et je pense que votre système de vert, jaune, rouge, et on n'a pas l'habitude de faire ça, mais c'est effectivement une stratégie très efficace. Moi, je l'avais sur mon frigidaire. J'avais mis le papier sur mon frigidaire avec les signes parce que des fois, on ne peut pas le voir, mais tu sais, des fois, puis je l'ai fait un pour mon conjoint quand il a fait son AVC. J'en avais fait un lui aussi. Parce que lui, ses signes n'étaient pas les mêmes que les miens, là. Lui, il avait un AVC différent du mien aussi. Fait que lui, il avait des douleurs. Moi, j'avais pas vraiment de douleurs. Mais lui, là, on faisait de l'orthophonie à la maison. Puis, quand il commençait à avoir mal à la tête, là, ça tirait comme où il y avait sa lésion, là. C'était un signe, ça, de la fatigue, là. C'est ça. Fait que j'avais fait un pareil pour lui, mais avec ses signes à lui. Il faut que ça soit personnalisé, là. Puis il faut qu'on vraiment, là, qu'on prenne le temps de mettre des mots sur ce qu'on ressent, puis les signes que notre corps nous donne, là. Puis il faut le faire. Puis de merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ces excellents conseils. Je vais passer la parole à Christine pour les derniers mots de la fin. Merci, Francine. On arrive à la conclusion de notre webinaire. Ça partait trop vite. J'ai peut-être une dernière question, un genre de question éclair, réponse éclair rapidement là, pour Kim et Suzanne. Mais est-ce que peut-être, Kim, ça serait quoi une chose qu'un professionnel de la santé peut faire demain matin pour avoir un impact positif sur la santé mentale des femmes? Puis peut-être rapidement, puis Suzanne, peut-être voir aussi qu'est-ce qu'une femme qui a eu un AVC peut faire demain ou commencer à faire demain pour se sentir mieux au niveau de sa santé mentale. Fait que peut-être rapidement, là, 30 secondes, chacune. Si c'est même pas, j'ai 4 mots en fait qui résument ma réponse à cette question-là. La première chose, c'est d'évaluer la santé mentale, pas prendre pour acquis que tout est beau, même si ça ne manifeste pas spontanément. Valider les sentiments des femmes. OK, s'ils rapportent des symptômes, les réassurer pour dire nous avons des solutions et des traitements pour vous, on va vous soutenir et référer aux besoins. OK, accompagner le patient à trouver des soins, soit dans leur entourage. Et je pense que j'ai vu quelque chose dans le chat rapidement que oui, une autre option, si les services professionnels ne sont pas disponibles, c'est de trouver des gens qui ont vécu les mêmes affaires pour aller chercher des astuces, des trucs et un peu de soutien via les pairs. On appelle ça le traitement via les pairs. Alors, ça peut être très important. Alors, évaluer, valider, réassurer et référer. Excellent, merci Kim. Puis Suzanne, ce serait quoi votre 30 secondes de conseil? Ben là, pour ma part, j'inviterais les gens à venir nous rejoindre sur la communauté des survivants. Et il y a aussi une communauté pour les aidants naturels. Moi, je suis très active sur les deux pages. C'est des pages privées, alors tout le monde qui est là, on a tous fait un AVC, tout le monde. Puis c'est privé, alors ayez pas peur de poser des questions, de discuter en ligne. C'est vraiment si vous voulez pas que votre belle-mère ou votre beau-frère ou bon, on comprend ça, là, on n'a pas puis de toute façon, notre entourage immédiat ne comprend pas toujours non plus. Mais sur la communauté en ligne, le monde, ils comprennent. Moi, je suis très active, ça m'est arrivé à plusieurs reprises même de faire, on parlait de programmes de gestion d'énergie, là. J'ai pu discuter à plusieurs reprises avec des gens, même en privé, parce que les autres étaient plus à l'aise comme ça. Mais de leur expliquer comment ça fonctionnait, là, puis de fournir des outils aussi pour clarifier la notion de gestion de l'énergie. Là. Il y avait, je le fournis en ligne sur demande. Là, quand les gens le demandent, souvent je vais poster un lien directement qui peut les amener directement vers des outils de gestion de l'énergie qui m'ont beaucoup aidé moi, puis que je me rends compte que ça a aidé beaucoup de monde. Est-ce que je vais avoir un autre 2 minutes avant la fin ou si je continue parce que j'avais comme deux phrases qui sont importantes pour moi comme survivante après 12 ans, là, après 12 ans d'AVC. Ce qui est important là, au niveau de la santé mentale puis qui permet de retrouver un équilibre,
c'est d'accepter que c'est arrivé, cette affaire-là. C'est arrivé, quand même qu'on n'est pas contente, quand même qu'on pleure. Moi, je le sais, j'ai essayé de pleurer pendant 2 ans, ça n'a pas marché. Ça n'a rien changé. D'accepter que c'est arrivé, déjà là, de l'accepter, ça ne veut pas dire qu'on est contente que c'est arrivé, ça veut juste dire que c'est arrivé, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous reste? D'apprendre à dire non aux multiples demandes, puis dire non à tous ceux qui pensent qu'on est revenu comme avant. Puis, une autre affaire que moi, j'ai trouvé bien difficile, puis en même temps très libérateur, ça a été avec l'aide de mon psychologue, de tourner la Moses de page, tourner la page. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui fait peur parce que tu ne sais pas, là, tu sais, moi, ça faisait une couple d'années là, que mon AVC est arrivé. Puis, j'étais encore accrochée là-dessus sur le négatif aussi, puis je suis pas capable de ci, puis je suis pas capable de ça. À un moment donné, là, ça a été super dur. J'ai tourné la page, puis j'ai eu une grande révélation. Je pensais que ça allait être la fin. J'avais peur de tourner la page parce que je pensais que ma vie était finie. Mais je me suis rendu compte qu'il y a plein de pages blanches encore, il y a plein de chapitres. Alors ça a été comme « Wow! Wow! Qu'est-ce que je fais maintenant? Là, je peux mettre ce que je veux dans les pages blanches qui restent. Là. Fait que ça c'est pour moi quelque chose qui m'a comme aidé positivement au niveau de la santé mentale. Et dernièrement, je me suis trouvé un autre, pas un mantra, mais un autre quelque chose qui représente bien comment je suis rendue 12 ans après. J'ai décidé, moi, maintenant que là, peu importe ce qui arrive dans ma vie, que moi, je vais être heureuse quand même. Fait que si je meurs demain, là, pas grave, si je suis heureuse aujourd'hui puis je meurs demain, ben, je mourrai demain, là. Moi, j'ai décidé d'être heureuse pareil. Je fais beaucoup de sport, je fais plein de choses que j'aime. Puis je respecte mes limites, mon énergie, évidemment, mais juste ça enlève un gros poids de ses épaules. Merci, Suzanne. Quelle belle façon de terminer notre webinaire. C'est vraiment inspirant. Merci. C'est déjà la fin du webinaire. On vous invite, je pense qu'on voit à l'écran là, les ressources qui existent sur notre site web. Il y a différentes ressources qui existent dans la communauté aussi, mais je voulais juste remercier dans le fond tous nos participants aujourd'hui avec nous. Un énorme merci à Suzanne et à Kim d'avoir été avec nous aujourd'hui puis partager votre expertise, votre expérience. On vous souhaite une excellente fin du mois de l'AVC. Puis on vous dit à très bientôt. Donc, merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup.